Bonjour, je m'appelle Yann Trividic et je fais partie des éditions Burnout. Et donc on est parti pour une petite vingtaine de minutes pour vous parler d'un projet qui s'appelle Propage, qui est un peu un projet, il s'étend dans différents sous-projets, on va dire. Il y en a un, ça va être un logiciel, une plateforme de publication multiformat, donc comme c'est écrit ici. Un autre, ça va être notre site web, notre futur site web parce qu'il n'est pas encore publié. C'est un travail en cours et je vais vous montrer un peu où ça en est. Et dans ce projet de site web, il y a aussi une commande de caractères typographiques. Et tout ça, ça va très ensemble. Mais donc, je vais peut-être commencer par vous présenter les éditions Burnout. Donc, on est un collectif d'éditeuristes fondé en 2020. Aujourd'hui, on est diffusé par un diffuseur-distributeur qui s'appelle Serendip, mais ça a démarré comme un projet étudiant. Donc, on est 5 et on était tous étudiants à ce moment-là. Et donc on a une vingtaine de titres au catalogue maintenant, donc des livres, des affiches, des tracts. Là, vous en avez une sélection. Ça peut être aussi bien un reader, donc une anthologie de textes qui va regrouper des livres sur des essais philosophiques ou des textes en sciences sociales comme dans Politiser l'enfance, où là on aborde la question du prisme, de la question de l'enfance au travers du prisme des sciences politiques et de plein d'approches différentes, mais aussi une approche un peu réflexive sur l'édition de temps en temps. Et on continue ce petit trajet en tant que maison d'édition, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et du coup, moi, je m'appelle Yann et je suis éditeur dans le collectif depuis. J'étais pas à la fondation, mais ça fait 3 ans maintenant. Et je fais aussi une thèse sur la collaboration dans l'édition, une thèse en informatique. Et du coup, ça, c'est aussi dans ce cadre-là que je viens ici. C'est notamment mon labo qui me paye pour venir. C'est pas Burnout parce que je vais décrire un peu l'économie du projet, mais vous allez voir, c'est un projet qui est très bénévole, qui est autoporté, autofinancé. Et donc Propage, ça naît du coup de l'envie de refaire notre site web, mais ensuite il y a plein de questions qui se sont posées sur comment est-ce qu'on pouvait distribuer et diffuser nos textes de sorte à ce qu'ils puissent toucher le plus de monde possible. Et le plus de monde possible, ça prend en compte aussi les personnes qui sont empêchées par la lecture, qu'elles soient par exemple malvoyantes, non-voyantes, ou simplement qu'elles n'aient pas accès à une bibliothèque ou une librairie près de chez elles ou chez eux. Et pour ce faire, on est obligé de produire autre chose que des PDF, parce que les PDF, c'est vraiment une sorte de facsimilé numérique d'un document imprimé, mais c'est pas du tout fait pour être lu et consommé, on va dire, via des médiums numériques ou via d'autres formes d'outils. Et donc, en réfléchissant sur notre site web, où actuellement, du coup, sur notre site web, il y a tous nos PDF, on s'était dit qu'on voulait aller plus loin que ça et mettre à disposition nos livres de manière plus accessible. Et donc, les objectifs qui sont derrière là, donc c'est l'accessibilité, comme j'ai dit, de donner accès aux personnes qui sont empêchées par la lecture aujourd'hui. Le libre accès, ça c'est tous les livres de Burnout sont publiés sous des licences de libre diffusion, ce qui veut dire que là, les PDF, ils sont accessibles en ligne. Vous pouvez les héberger sur votre site web si vous avez envie, mais les imprimer gratuitement. Ça fait vraiment partie de l'identité de ce projet. Et aussi, dire que c'est pas parce qu'on monétise pas tout l'accès à un contenu imprimé que on peut pas s'inscrire dans une économie qui peut aussi générer de l'argent. Et là, proposer ce projet de logiciel pour l'édition indépendante, c'est aussi une forme
de pousser en fait le libre accès des contenus dans ce milieu-là qui est très parfois qui est très regardant sur les droits d'édition qui font en fait leur catalogue, mais aussi sur ils font très gaffe à leurs sous parce que c'est des économies assez précaires. Mais là, nous, le pari qu'on fait, c'est en mettant tout ça à disposition, en fait, on peut aussi générer de l'argent. Et donc, avec qui on fait ce projet ? Donc, il y a les éditions Burnout qui sont mobilisées autour de ce logiciel, ce site web, etc. Il y a aussi, donc, c'est un travail de commande qu'on fait à Amélie Dumont, qui est une graphiste basée à Bruxelles et qui nous aide pour la production de l'identité graphique qu'on va faire. Il y a Laura qui est là, qui a fait un stage avec nous. Il y a mon équipe de recherche qui nous accompagne aussi sur des points plus conceptuels, on va dire, de manière informelle. Et là, il y a un point d'interrogation. J'en parle autour de moi auprès d'autres structures éditoriales, on en parle autour de nous et il y a pas mal de gens qui nous soutiennent dans ce projet-là, certaines personnes qui sont là d'ailleurs. Voilà, c'est aussi, vu que ça va être un logiciel libre, c'est essayer de mettre ça à disposition des gens qui pourraient être intéressés par faire du libre accès et à proposer des contenus plus accessibles dans leur pratique éditoriale. Et donc on cherche à s'entourer et à terme, on aimerait bien tenter l'aventure d'une coopérative autour de ça. Mais ça, c'est vraiment très long terme. Et donc avec quels sous ? Parce qu'on parlait d'études de cas, comment est-ce qu'on monte ce projet économiquement ? Burnout, ça a un peu de fonds propres, donc ça sert de temps en temps à rémunérer principalement Amélie en fait. Ensuite, il y a beaucoup de temps de travail personnel. Burnout, c'est essentiellement du travail bénévole. On commence à pouvoir un tout petit peu se rémunérer. Quand je dis un tout petit peu, c'est vraiment très symbolique. Et à côté de ça, on est principalement pour rémunérer Amélie et aussi les gens qui peuvent bosser avec nous ponctuellement. On a des aides, notamment du CNAP, du MUDAM, qui est un musée au Luxembourg auquel on a fait une résidence et où il y avait des des cachets. Et ensuite des endroits qui nous ont accueillis pour faire des réunions plus ponctuelles. Et ensuite, moi, je peux travailler beaucoup plus dessus, mais c'est parce qu'en fait, c'est dans le cadre de ma recherche qui est rémunérée. Et là, à côté de ça, on fait aussi des appels à projets qui n'ont pas encore porté leurs fruits. Il y en a, un gros dossier qu'on a soumis, on a eu la réponse là il y a 2 semaines, c'est pas passé. Et on a un autre qui est en cours et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que si on avait ces appels à projets, ça aiderait grandement, ça fluidifierait en fait tout le processus. Donc là, ça avance, mais ça avance à un rythme un peu ralenti parce que on fait ça sur notre temps libre ou moi, du coup, en parallèle de ma recherche, mais c'est un peu différent. Et du coup, tout ça, je pose les bases un peu du truc, mais ça va prendre forme après. C'est pour dans l'idée qu'on comprenne un peu comment ça s'organise. Donc il y a Amélie au graphisme, Théopale qui est l'un des cofondateurs de Burnout, qui est principalement à la structuration des contenus, moi au développement et après plein de gens qui gravitent autour. Et ça, on y reviendra peut-être après. Et peut-être je peux aller plutôt là direct. Ouais, ça j'en parlerai après. Non, ça j'y reviendrai. Tac, on va faire plutôt ça. Donc ça, c'est notre site web qui est en cours. Où là, par exemple, il y a j'ai mis sur la page d'un de nos livres qui est du coup totalement... tout le contenu est accessible en ligne. Ou aussi, si on veut plus... tout ça, c'est... je vous montre tout ça, mais ça a vocation à bouger un peu encore. À être un peu huilé au mieux pour que ça soit une expérience de lecture agréable. Mais là, du coup, n'importe qui, n'importe où dans le monde peut avoir accès à tous les contenus de notre livre gratuitement, d'une manière qui est adaptée à la lecture sur écran. Et s'il y a des besoins en particulier, on peut aussi changer. Ça, c'est surtout pour les personnes qui ont par exemple des troubles dyslexiques. On sait que ça peut aider de changer la taille du texte ou changer l'interlignage, changer la longueur de ligne. Il y a d'autres trucs qu'on va faire à ce niveau-là qui sont en cours. Mais donc ça, c'est un livre qui s'appelle Bezoridja, qui du coup est... c'est un recueil d'entretiens et de textes d'un collectif qui est parti prêter main forte en Ukraine à l'arrière-front pour
Par exemple, faire à manger ou ce genre de choses. Et à côté de ça, du coup, là, si on va voir là, donc sur le Base Dorija, attendez, il est où? Publication, plutôt livre. Base Dorija, il est là. Et donc, on voit qu'il y a le PDF et le A4 qui sont aussi disponibles. Et du coup, ça donne ça, où ça, c'est le livre qui est disponible sur le site et qui est aussi celui qui est vendu en librairie, et à droite le format A4 qui est généré automatiquement à partir du site web. Et ça, le format A4, ça sert notamment, il y a beaucoup de gens il y a des personnes qui utilisent nos textes dans des infokiosques ou dans des contextes pédagogiques, et où ils ont besoin de les imprimer en plusieurs exemplaires. Et le A4 c'est adapté à ça, mais à terme il y aura aussi A5, etc. En fait, l'idée, c'est de maximiser de faire en sorte de couvrir tous les contextes dont on pourrait avoir besoin pour accéder à un texte. Du coup, pour avoir toutes ces différentes versions qui coexistent, il faut avoir des outils un peu sur mesure pour travailler ces textes-là et pouvoir les mettre en page facilement. Et là, dans le cadre de ma recherche, je bosse sur un logiciel qui essaie de rendre équivalent du coup un document web. Donc là, par exemple, à gauche, on a un document web. Au milieu, on a un document web paginé, on va dire, en format A5. Et à droite, on a un PDF. Donc c'est un vrai PDF qu'on peut lire dans son navigateur, n'importe où. Sauf que d'habitude, un PDF, c'est un document, comme je l'ai dit, un facsimilé d'un livre. Et il n'y a pas normalement de lien entre les contenus. Mais là, en l'occurrence, on vient casser ça et rajouter une forme de sémantique entre les différentes visualisations, les différents modes d'export de ce document. Et ce qui fait qu'en fait, on peut travailler aussi bien sur le PDF et que ça se reporte dans le code source. Et en fait, selon le contexte de travail, on peut avoir envie de plutôt voir le contexte en web, donc travailler sur le site web. Mais en même temps, on a envie que ça se reporte à d'autres endroits, dont dans le PDF. Là, en fait, l'idée, c'est de rendre ça totalement agnostique. Et ça permet à terme de travailler plus facilement sur ces documents multiformats et de faciliter ce travail-là d'accessibilité. Bon, ça c'est les grands objectifs et c'est sur quoi on a encore beaucoup de boulot, mais c'est en cours. Et du coup, l'un des formats qui en sort, c'est notamment ce site web, où là il y a un peu tout le contenu de Burnout. Donc aussi bien sur les autoristes avec qui on peut travailler. Bon là en l'occurrence cette fiche n'a pas été faite. Mais aussi les livres qui ont été publiés, etc. Et du coup tout est dispo en ligne, mais aussi en librairie. Bon, vous avez compris l'idée. Et alors comment on fait ça ensuite pour travailler tous ces contenus? Il faut pouvoir les modifier et faciliter l'accès aux données. Et vu qu'on travaille dans un collectif, il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à ces documents. Et là, donc, pour toutes les fiches autrices et pour tous les événements, on travaille dans un ODS, dans un fichier LibreOffice Calc, qui permet que chacun puisse avoir accès à toutes ces données et qu'ensuite elles soient automatiquement republiées dans tous les formats différents. Et à côté de ça, on travaille aussi dans un format textuel. Tous nos livres sont aussi dans ce format-là, qui est ASCII-Doc, qui permet de... là, je m'embrouille un peu. Je me rends pas compte à quel point c'est clair pour tout le monde. Mais peut-être ce schéma, il peut aider. C'est que dans le schéma classique de l'édition, dans la chaîne éditoriale classique, on va partir d'un fichier qui est travaillé par l'auteur, qui va être un format DocX ou ODT qui est travaillé sur Word ou LibreOffice. Et ensuite, dans une chaîne classique, il va y avoir un graphiste ou un maquetteur ou une éditoriste dans une maison d'édition qui va passer sur InDesign. Donc on va importer notre document dans InDesign et à partir de là, on va publier des PDF. Et ensuite, ça va chez l'imprimeur et ça existe en librairie. Là, on cherche à revoir toute cette organisation-là pour que on soit plus simplement, une fois qu'on passe à InDesign, on n'est plus simplement coincé là-dedans, mais ensuite on peut avoir
tout un tas de formats qui coexistent et qui peuvent du coup à la fois être générer du PDF, mais aussi des versions, sous des formats plus accessibles comme le HTML ou ça je vais pas en parler, mais c'est ensuite réutiliser facilement ces données pour les faire exister dans d'autres contextes. Et un truc qui est limitant aujourd'hui, mais où on est en voie de s'en démarquer, c'est que quand on rentre dans InDesign, on peut plus trop en ressortir. C'est ce qu'on appelle un jardin clos. C'est-à-dire que l'univers d'Adobe est fait pour que quand tu converges dedans, t'es coincé. Mais il se trouve que on a quand même, j'imagine que ça dans l'audience, il y a des gens qui verront, on a quand même ces fichiers IDML qui sont faits pour pas bouger et qu'on peut réutiliser dans les versions antérieures d'InDesign, mais aussi par ailleurs dans d'autres logiciels, parce que finalement c'est basé sur un format qui est assez uniformisé. Et vu qu'ils peuvent pas y toucher, parce qu'ils n'ont plus accès aux versions antérieures d'Adobe, on peut construire là-dessus et être à peu près sûr que si on commence à faire un logiciel qui fonctionne avec ça, il va continuer de fonctionner avec Adobe. Il va continuer à fonctionner avec les versions ultérieures d'Adobe. Et donc à partir de là, on peut aussi rentrer dans notre logiciel. Et donc faire un pont entre Adobe, qui génère du PDF, et nos sorties, qui génèrent à la fois du web et à la fois des PDF accessibles. Et donc ce qu'on veut faire avec ça, c'est à la fois, parce qu'aujourd'hui la plupart en fait on travaille toujours avec des graphistes différents, c'est souvent des commandes pour chacun de nos livres, ou presque. Et nous on aimerait bien travailler uniquement avec des outils libres, ce qu'on essaie de faire notamment avec le développement de ce logiciel, où là par exemple tout est libre là-dedans, mais en l'occurrence, pour le prototypage, on a utilisé un logiciel qui s'appelle Penpot. Donc, sûrement, vous voyez Figma pour certains d'entre vous. Figma, c'est un logiciel propriétaire où pour avoir toutes les fonctionnalités, il faut payer. Dans Penpot, on a tout accessible gratuitement. On peut aussi l'auto-héberger, tout ça. Et c'est une alternative vachement intéressante à ce procédé-là. Et là, c'est avec ça qu'on a travaillé, par exemple, pour faire les premiers prototypes de notre site web. Mais force est de constater que les gens sont formés sur Figma et que les gens sont formés sur InDesign. Et du coup, comment est-ce qu'on fait, nous, quand on travaille avec d'autres gens, pour ne pas les exclure de notre procédé? Ça demande pas mal de réflexion, mais en l'occurrence, il y a des manières de faire, de s'échapper de tout ça. Et notamment avec notre logiciel, on pense qu'on va arriver à la fois faire en sorte que les gens qui travaillent uniquement avec des logiciels libres puissent ensuite proposer travailler avec notre outil à nous, mais en même temps les personnes qui vont travailler avec InDesign et qui souhaitent ensuite rentrer dans un processus dans de la publication avec des logiciels libres, ça va être aussi possible. C'est essayer de prendre il y avait une présentation juste avant où apparemment il va y avoir une formation autour des outils alternatifs à Adobe à Central Vapeur, je crois. Là, c'est un peu dans cette même réflexion-là où on fait le constat qu'aujourd'hui tout le monde est sur Adobe, mais on n'a pas envie de les exclure. Et comment est-ce qu'on en sort? Il y a de la formation, mais il y a aussi essayer de trouver des outils un peu transitoires comme ça. Ah oui, tiens, du coup ça c'est le petit problème de ratio sur cet écran. Ça c'est un autre projet, peut-être je peux vous le montrer, voilà, comme ça. Et ça donc c'est la commande de typo qu'on va faire, qu'on est en train de faire pour ce projet. C'est un peu cette même réflexion, c'est-à-dire que on part de la Times, du coup qui est utilisé dans Mac pour afficher les styles par défaut des navigateurs et qui est d'ailleurs utilisé partout ailleurs. Et la Times, elle a une variante libre, une variante libre, ça serait un peu grossir le trait, mais du coup il y a la free serif qui existe, qui en fait reprend quasiment les mêmes métriques que la Times, ce qui fait que c'est pas exactement la même typo, mais elle y ressemble beaucoup. Et la free serif, du coup, elle est sous licence libre.
Et la typo qu'on est en train de faire, qui va s'appeler la full times, c'est la free serif où on vient ajouter du coup des glyphes inclusifs, comme beaucoup de gens sont en train de faire ces temps-ci. Et le projet derrière ça, c'est de... En fait, aujourd'hui, les glyphes inclusifs, je ne sais pas si tout le monde voit, mais en gros, ils ne sont pas dans... Il n'y a pas une place dédiée dans les typos pour les encoder correctement. Du coup, il y a une norme qui a été développée par Bye Bye Binary qui s'appelle la CUNY et qui fait l'objet d'une proposition à Unicode pour ensuite être intégrée dans le character set par défaut, donc dans toutes les typos. Et donc, à terme, nous, notre typo, la full times, le but, c'est de l'intégrer totalement à la free serif et de dire que dans la times, il manque des caractères et que finalement, l'esthétique par défaut des navigateurs devrait aussi intégrer des caractères post-binaires et inclusifs. Et en gros, l'objectif avec notre typo, c'est qu'elle cesse d'exister quand ensuite on aura transité vers un modèle peut-être qui correspond plus à des valeurs qu'on défend. Voilà. Alors, je suis allé très vite sur plein de trucs. J'essaie de conclure rapidement. Et ouais, donc comme j'ai dit, je suis allé très vite sur plein de trucs. J'imagine que c'est pas totalement clair sur plein d'aspects, mais un truc qui est important de préciser, c'est que donc on a besoin d'aide pour faire tout ça, notamment si vous êtes éditoriste qui voudrait du coup réfléchir avec nous sur ces questions-là, parce qu'il y a un énorme chantier là-dedans. Enfin, il y a un énorme chantier face à nous. Et si vous êtes développeur ou développeuse et que vous avez du temps à accorder à ça, en l'occurrence, on a besoin d'un coup de main pour continuer le projet. Donc n'hésitez pas à venir nous contacter.